Dans chaque image, une peur se cache. Dans chaque scène, un frisson attend. Le temps s'écoule, 1 minute à la fois. Bienvenue au cœur de l'horreur. Bienvenue dans la pause frayeur. Bienvenue à tous. C'est le moment d'une dose d'horreur. C'est le moment de la pause frayeur. Merci de venir passer votre pause en ma compagnie. Derrière le micro, c'est moi, Sylvain, qui vous guidera pour ce 4e épisode. Soyez sans crainte, le voyage sera sans risque. Probablement. Sans plus tarder, je vous invite à venir avec moi. On sort le film et on regarde Derrière la pochette. 100 Feet, 2008. Après que Marnie Watson ait tué son mari violent par légitime défense, elle est condamnée à l'assignation à résidence. Malheureusement, elle y découvre que la maison est possédée par l'esprit enragé et violent de son mari décédé. Écrit et réalisé par Eric Red avec la photographie de Ken Kelch et une musique originale de John Friedzel, les effets spéciaux furent réalisés par Jeffrey Benoit et Robert Chapin. Le film met en vedette Fang Yang-sun dans le rôle de Marnie Watson, Bobby Cannavale dans le rôle de l'inspecteur Shank, Ed Westwick dans le rôle de Joey et Michael Paré dans le rôle de Mike. Un film, un fan, un scalpel. L'une des choses les plus distinctes dans le cinéma d'horreur, c'est les codes des différents sous-genres. En effet, on s'attend pas à la même chose d'un slasher que d'un body horror ou d'un film de fantôme. Chaque sous-genre a ses règles et ses archétypes. Lorsqu'on regarde un film, c'est souvent par ces codes qu'on juge l'efficacité du film. 100 Feet est une belle exception à la règle. Bien qu'il commence comme un film de maison hantée bien traditionnel, avec son ambiance claustrophobique, ses bruits indéfinis et ses jumpscares, il se métamorphose en toute autre chose dans la deuxième moitié du film. Sans rentrer dans les détails ici, 100 Feet bascule dans un niveau de violence graphique très rare dans ce genre de film. Le scénario d'Eric Red est bien ficelé et la transition non habituelle se fait en parfaite harmonie. On embarque dans cette seconde section du film, même si cela semble non naturel pour un film de fantôme. D'ailleurs, Eric Red a commencé sa carrière comme scénariste et est maintenant auteur. On peut dire que l'écriture est un talent naturel pour M. Red. Fait intéressant, le scénario qu'il a déposé comme projet de thèse au AFI Conservatory a été adapté au cinéma, devenant un classique du genre. C'est en effet celui-ci qui a écrit le scénario du film The Hitcher de 1986. L'histoire se passe dans le Bronx à New York et bien que quelques scènes extérieures ont bel et bien été filmées à New York, l'intérieur de l'appartement fut conçu complètement en studio et filmé à Budapest en Hongrie. La décision de bâtir l'appartement en entier avait pour but de donner un accès illimité au directeur de la photographie pour aller chercher les angles de caméra voulus par le réalisateur. De plus, la location d'un vrai appartement à New York revenait de loin plus chérant que de filmer en studio en Hongrie. Cette restriction budgétaire s'est donc transformée en bénédiction pour l'image et l'ambiance recherchée par Eric Red pour son projet. D'ailleurs, c'est l'un des points forts du film. L'appartement de Marnie devient presque un personnage en soi. La disposition sur 3 étages, les limites que Marnie ne peut franchir même dans sa propre demeure, augmentent l'effet claustrophobique du film. Les planchers qui craquent, le mur de briques qui semble isoler Marnie du monde extérieur, les fenêtres sur la rue et la vie extérieure, si près mais aussi si loin. Lorsque le fantôme de Mike commence à se manifester, c'est encore pire, puisqu'elle est prise sans ressources dans sa propre maison, qui plus que jamais devient une nouvelle sorte de prison. Eric Red utilise plein de trucs efficaces pour isoler Marnie. Le manque d'électricité dans les premiers jours, le fait que celle-ci n'a pas de cellulaire mais un vieux téléphone filaire, les voisins, d'ex-amis, qui la fuient dû à son passé de violence, tous ces petits aspects bien orchestrés augmentent l'isolation de Marnie et sa vulnérabilité face aux fantômes de son ex-mari. En parlant de Marnie, Fang Yang-sun est tout simplement extraordinaire dans le film. Elle est capable de montrer une grande variation dans son jeu, passant de la victime épeurée à la femme forte et résiliée, prête à tout pour se débarrasser du fantôme de son ex-mari. Elle nous montre même un côté séductrice et désirable avec Joey. Le film repose presque entièrement sur ses épaules et elle livre de la marchandise avec brio. Malheureusement, on peut pas en dire autant de Bobby Cannavale. Son rôle de l'inspecteur Shank semble toujours surjoué. Autant lorsqu'il joue le policier dur et rancunier, manquant de respect à Marnie sans même s'en excuser,
que lorsqu'il découvre la vérité, il veut aider celle-ci. Le ton qu'il donne à son personnage est toujours juste un peu off, ce qui fait qu'on y croit pas. Il apparaît comme un acteur qui essaie de jouer au flic plutôt qu'un vrai policier. En plus, son habit, qu'il ne change pas une seule fois du film, ne semble pas être à sa taille. C'est un détail, mais ça n'aide pas à la crédibilité pour son personnage. Pour ce qui est de Michael Paré, son interprétation de Mike, aidée par les effets spéciaux hyper efficaces, est presque parfaite. Il est creepy, violent, intense à souhait. De sa première apparition en jumpscare jusqu'à l'affrontement final, chacune de ces apparitions font élever la tension et le feeling de danger auquel Marnie fait face. Parlant des effets spéciaux, on peut les séparer en deux catégories. Comme je viens de le dire, les effets pour créer le fantôme de Mike sont hyper convaincants. En revanche, certains effets spéciaux en CGI brisent la magie avec un look facilement reconnaissable. Cela peut nous faire décrocher de l'intensité de la scène. Cependant, lorsqu'on parle d'une petite production avec un budget limité comme c'est le cas ici, je suis prêt à laisser passer ce genre de détails. Le CGI est pas surutilisé et même si le côté fake nous saute aux yeux, il reste que l'ambiance réussit à rattraper et à nous faire oublier celui-ci. En finissant, j'aimerais souligner le tagline du film qui non seulement est excellent, mais est même prononcé presque entièrement dans le film. Till death do us part wasn't enough. Parfait résumé du mariage maudit entre Marnie et Mike. You know that line, till death do us part? Well, it's a crock of shit. Le clip frayant. La scène qui fait parler le plus dans le film 100 Feet est sans l'ombre d'un doute la scène la plus violente du film. Spoilers! Spoilers! 5, 4, 3, 2, 1. Vous allez être divulgaché, vous êtes avertis. La mort de Joey est d'une violence inégalée. Non seulement ça surprend à ce moment dans le film, mais l'aspect graphique est déstabilisant. Au moment où Marnie semble reprendre le dessus sur sa situation en provoquant son ex-mari impuissant pendant qu'elle fait l'amour avec Joey, celui-ci, juste après, reprend le dessus en tuant l'amant de son ex-femme cruellement devant une Marnie terrorisée. La première partie de l'assaut, même avec un CGI un peu douteux, est si violent et spontané qu'on ressent la douleur infligée par Mike sur Joey. Le désespoir et la terreur de Marnie, qui est littéralement pétrifiée sur place par le spectacle devant elle, est palpable. Puis, dans la deuxième partie de l'assaut, où Mike est révélé par le sang qui l'éclabousse entre chaque coup de tête qu'il donne à sa victime, est efficace à souhait. C'est violent, c'est cru, c'est totalement surprenant pour un film de fantôme, un tel niveau de violence faisant que très rarement partie des codes du genre. En plus, Eric Red réussit à désamorcer sa scène avec grand succès au plan suivant, où Marnie, tentant de cacher l'horreur qui vient d'arriver à Shane, qui, selon elle, ne peut pas comprendre. Le suspense établi par l'insistance de Shane, le malaise de Marnie et la caméra qui arrête pas de focuser sur le plafond sur le point de lâcher est à la fois angoissant et vraiment comique. Can't believe it. What? It's a beautiful day. Jusque dans les tripes. Avant de conclure, laissez-moi ici vous donner quelques faits divers sur le film. Le comédien et critique de films d'horreur John Fallon, aussi connu sous le nom de Arrow in the Head, joue un petit rôle dans le film. Un clin d'œil pour les amateurs de son œuvre sur le web. Malheureusement pour le film, celui-ci fut principalement distribué en direct-to-DVD et sur la chaîne américaine Sci-Fi. Celle-ci est associée avec beaucoup de films de série B, comme la franchise Sharknado, donc cela a nui à la perception du film.
Eric Red a volontairement limité la profondeur de champ filmant les personnages de très près ou en fixant des objets précis, comme la bague ou le bracelet de cheville de Marnie. Cela avait comme but d'isoler encore plus l'héroïne. Le titre français du film est Périmètre mortel. Feng Yansun est dans 95% des plans du film. Et finalement, malgré plusieurs bons commentaires dans la tournée des festivals, le film n'a pas pu trouver de distributeur pour sa sortie en salle. Dans mon carnet noir. Sur le chocomètre, 100 Feet fait monter la pression à 1 sur 5 pour le sexe et la nudité, 4 sur 5 pour la violence, 1,5 sur 5 pour le gore et le sang, 0 sur 5 pour la présence d'alcool, de drogue ou de langage orturier, et à 2 sur 5 pour la peur, les traumas et la terreur. Pour son traitement inusité d'une histoire de fantôme, pour la performance de Feng Yang-sun et pour l'intensité de la violence qui surprend et attire notre attention, je donne à 100 Feet la note de 3,5 sur 5. De l'autre côté du miroir. 100 Feet est un film sous-estimé et surtout sous-distribué. Par exemple, au moment d'enregistrer le podcast, je l'ai retrouvé que sur YouTube. Même la sortie en DVD était hyper restreinte, avec un DVD vide de contenu. C'est malheureusement le cas de beaucoup de bons films à petit budget, qui malgré une belle performance en festival et des critiques favorables, ne réussissent pas à se tailler une place en salle. Même avec la nouvelle réalité des plateformes de streaming, certains films ne trouvent pas preneur malgré la qualité de leur contenu. Les distributeurs sont malheureusement frileux à prendre des risques sur un produit qui sort un peu des sentiers battus. Dans ce cas-ci, c'est encore plus surprenant au fait où Eric Red est un scripteur-réalisateur connu et respecté et que Feng Yansun, la tête d'affiche du film, était au sommet de sa popularité, ayant conclu la trilogie des X-Men de la Fox seulement 2 ans auparavant. L'un des facteurs qui peut expliquer cela est le sujet abordé. La violence conjugale est un sujet difficile à mettre à l'écran. C'est une réalité malheureuse qu'on ne veut pas justifier ou glorifier, d'aucune manière. S'en servir pour créer de l'horreur dans un film peut, pour certaines personnes, être vu comme une manière de dédramatiser l'horreur véritable vécue par les victimes de violences conjugales. En plus, ici, Eric Red en rajoute, puisqu'il aborde aussi la difficulté pour une victime de se faire entendre lorsque son agresseur fait partie d'un groupe sélect. Ici, c'est les policiers. On y montre que la fraternité et le soutien entre collègues passent avant la vérité. Dans le cas du film ici, Marnie aurait pu éviter le meurtre par légitime défense si celle-ci avait été prise au sérieux. Mais non seulement elle a dû endurer les actes de violence commis par son mari, mais pour protéger sa vie, elle a dû commettre un geste avec lequel elle devra vivre le reste de ses jours, ainsi que les conséquences de celui-ci. Même en enlevant le côté surnaturel du film, l'horreur de la situation vécue par Marnie avant le début de celui-ci est malheureusement bien plus horrifique que n'importe quel scénario. Le temps a passé. Merci de l'avoir fait en ma compagnie. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page Facebook de La Pause et de mettre un 5 étoiles dans votre application d'écoute préférée. Encore une fois, merci et je vous dis À la prochaine pause. le projecteur s'est éteint. L'ombre du film reste dans votre mémoire. Les battements de cœur ralentissent. Il est temps de retourner au travail. Merci d'avoir passé votre pause avec moi. À bientôt pour une nouvelle frayeur.